Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 29 novembre. Signe de paix concret en Irlande du Nord, un nouveau gouvernement composé à parité de catholiques et de protestants prépare un transfert de pouvoir de Londres vers Belfast. Aux États-Unis, sur la côte ouest à Seattle, c'est jour de veille avant la conférence de l'Organisation mondiale du commerce, première manifestation des ONG, les organisations non gouvernementales, et de ceux qui redoutent les méfaits du libéralisme. En Corse, mise en place du plan Vigipirate par le préfet, mais les alertes à la bombe se multiplient, provoquant un sentiment d'inquiétude. Comment mieux prendre en charge les personnes victimes d'infarctus? Les SAMU et les cardiologues veulent gagner du temps. C'est le groupe référence en matière de heavy metal. Le groupe Metallica publie un album mélangeant rock et musique symphonique. En Irlande du Nord, la paix depuis ce matin ressemble à une assemblée composée de catholiques et de protestants engagés dans la désignation de 10 ministres des deux confessions. Ce gouvernement paritaire devra préparer un véritable changement historique prévu par l'accord de paix signé au mois d'avril 1998. Bien sûr, à Belfast, il y a les opposants irréductibles, les indécis, les sceptiques. Mais cette concrétisation de la paix tant attendue depuis 1916, depuis les Pâques sanglantes de Dublin, est certainement une date d'espérance. Reportage Benoît Duquesne et Sten Rosenlund. C'est donc ici, dans ce palais de Stormont, à l'extérieur de Belfast, que pourrait s'écrire une nouvelle page de l'histoire d'Irlande du Nord. La presse est là, en grand nombre, pour assister à cette nouvelle journée historique. Alors quand ils arrivent ce matin, Gerry Adams et Martin McGuinness savent qu'ils remportent là une belle victoire. Sans désarmer l'IRA, ils ont obtenu des unionistes qu'ils acceptent de constituer avec eux le futur gouvernement de la province. Du côté des protestants, la situation de David Trimble est beaucoup plus délicate. Certes, son parti s'est rallié à ses vues, mais il sait bien que les protestants sont divisés. Il sait surtout que dans les quartiers, nombreux sont ceux qui se demandent s'il a eu raison de faire confiance au Sinn Féin. L'histoire nous montre qu'on ne peut pas faire confiance à Gerry Adams et Martin McGuinness. Nous avons fait tout ce qu'il fallait, c'est maintenant à eux de faire un geste. Il faut attendre que l'IRA commence le désarmement pour qu'on puisse les croire. John White est un ancien prisonnier. Il y a passé plus de 20 ans pour avoir assassiné l'un des leaders d'un parti catholique modéré. Il parle ouvertement au nom des milices paramilitaires, confirme le cessez-le-feu décrété depuis 2 ans, mais à l'entendre on sent bien que la paix n'est pas encore pour demain. Il y a tant de peine et de souffrance dans notre communauté à cause des atrocités commises par l'IRA, Sinn Féin. Donc je pense que cela prendra beaucoup de temps pour que l'on puisse s'asseoir à la même table et qu'on parle directement avec le Sinn Féin. Mais malgré cette méfiance dont jouent les protestants extrémistes du révérend Paisley, malgré son insistance pour voir Gerry Adams et les siens écartés du nouveau gouvernement, malgré toute l'émotion proposée pour tenter d'empêcher encore une fois cette nouvelle assemblée de siéger, l'histoire se fait et le premier gouvernement mixte d'Irlande du Nord vient de naître. Pour la première fois, tous les partis sont ensemble et nous allons laisser derrière nous notre passé terrible et nous allons construire ensemble un avenir. La paix s'est donc remise en marche ici, mais chacun sait qu'elle peut être remise en cause à tout moment. Les unionistes ont déjà fait savoir que si en février l'IRA n'avait pas montré des signes tangibles de désarmement, tout serait à recommencer. C'est aux États-Unis, sur la côte ouest, une agglomération de plus de 3 millions d'habitants, avec pour la seule ville de Seattle près de 540 000 personnes, fortement dépendantes économiquement des grandes entreprises comme Boeing et Microsoft, ainsi que de nombreuses PME travaillant à l'exportation. Et c'est là que demain, les représentants des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, doivent s'efforcer de se mettre d'accord sur la libéralisation accrue des échanges. Aujourd'hui, 800 organisations non gouvernementales se sont manifestées pour défendre les règles d'un commerce qu'elles veulent à visage humain. Mais ce soir, il y a 9 heures de décalage en ce moment avec Seattle, priorité a été donnée à la sécurité et la police a interdit l'accès au Palais des Congrès. Commentaire Yann Fronti. Ça n'a pas commencé, mais déjà, tout est bloqué. Comme un signe avant-coureur, le cœur de Seattle est paralysé depuis ce matin. Ce bâtiment qui devait accueillir les réunions d'aujourd'hui a été évacué par la police. Motif ? Une porte a été forcée pendant la nuit, sécurité oblige, l'accès est interdit. La réunion prévue entre Mike Moore, le directeur général de l'OMC, et des représentants d'organisations non gouvernementales est, elle, purement et simplement annulée. Une grande pagaille à l'image de ce qui se déroule dans la ville depuis quelques jours. Les manifestations anti-OMC se succèdent, ce qui n'est pas pour déplaire à José Bové, le leader de la contestation Made in France.
Pour l'instant, on préfère se rassembler avec l'ensemble des mouvements et manifester de manière symbolique pour montrer notre attachement à la vie et pas à la mort, parce que aujourd'hui, l'OMC, c'est un outil de mort et de destruction de la planète. François Huvart, le secrétaire d'État français au commerce extérieur, se veut lui nettement plus confiant. Malgré cette pagaille, il essaye de remettre un peu d'ordre dans ses négociations. Je vous rappelle que l'OMC, c'est une règle, un pays égale une voix. Et en définitive, Pascal Lamy négocie, mais ce sont les ministres des 15 qui apposent leur signature. Alors tout l'intérêt d'être là et de travailler en temps réel en excellente concertation. En principe, les discussions auraient dû être entamées officiellement dès demain matin. Vu la situation, le programme risque d'être retardé. Au final, cette pagaille aura fait des heureux ceux qui voulaient faire entendre la voix de la rue plutôt que celle des discours officiels. Alors avant d'évoquer avec Étienne Lénard sur place les enjeux de ce sommet, voyons avec Émilie Lançon ce qu'est l'OMC, comment et pourquoi est née cette organisation mondiale du commerce et qui la compose. Ce n'est qu'une simple plaque et pourtant la décrocher, c'est mettre fin à 48 ans d'histoire. Le 1er janvier 1995, le GATT devient l'Organisation mondiale du commerce. Le GATT aura vu se signer bien des accords et remplit sa mission, libéraliser l'économie. En 50 ans, au terme de 7 cycles de négociations appelés rounds, les droits de douane sont passés de 40 à peine 5%. La nouvelle organisation du commerce ne s'intéresse pas seulement aux marchandises, mais aussi aux services ou aux droits de la propriété intellectuelle, théâtre ou cinéma par exemple. Mais le grand changement par rapport au GATT, c'est l'organe de règlement des différends. Désormais, l'OMC peut sanctionner financièrement ses membres. 182 plaintes ont déjà été déposées. Aujourd'hui, avec 135 États, l'OMC représente la majeure partie de la planète, même si la Chine candidate et la Russie en sont encore absentes. Pourtant, pour beaucoup jusqu'ici, l'OMC a surtout servi les intérêts d'un seul pays, les États-Unis. Les États-Unis dominent par le simple jeu de leur puissance, qui est extraordinaire, puissance politique très forte, et ils dominent par leur présence. Ils sont extrêmement présents dans tous les circuits de négociation multilatérale. A l'inverse, un certain nombre de pays européens, et les pays en développement notamment, ont été jusqu'à présent beaucoup moins intéressés par les négociations commerciales. Les pays en développement estiment avoir été les sacrifiés des dernières négociations. Ces dernières ont avant tout permis une baisse des tarifs douaniers dans les secteurs présentant un intérêt pour les pays industrialisés. À Seattle, cette fois, ils espèrent que la solidarité entre riches et pauvres ira au-delà d'une simple poignée de main. Voilà pour l'OMC. Étienne Lénard, vous êtes à Seattle, donc ça n'a pas encore commencé, c'est demain, mais quand même on peut déjà dresser les principaux enjeux. Oui, je crois, Claude, que pour comprendre la difficulté de la tâche qui attend les délégués des 135 pays membres donc de cette Organisation mondiale du commerce, il faut d'abord se souvenir que le précédent round de négociations, qu'on a appelé l'Uruguay Round, aura duré plus de 7 ans pour se terminer uniquement en 1994. Alors à partir de demain ou après-demain, selon les circonstances, on va donc tenter de lancer une nouvelle série d'initiatives pour tenter de mieux organiser le commerce mondial. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses ne seront pas simples, car les contentieux sont multiples. Il y a par exemple des contentieux entre Européens et Américains sur le dossier agricole. Les Américains souhaiteraient par exemple que les subventions que l'Union européenne distribue aux agriculteurs des pays membres de l'Union européenne, eh bien que ces subventions soient supprimées, ce dont Bruxelles, bien évidemment, ne veut pas entendre parler. Contentieux également entre les pays développés et les pays en voie de développement. On vient de l'évoquer un petit peu. Européens et Américains souhaiteraient que des normes sociales permettent de mieux réguler le monde du travail, le travail des enfants par exemple dans certains pays, ou la durée quotidienne du travail, ce dont encore une fois certains pays en voie de développement comme l'Inde ne veulent pas entendre parler parce qu'ils considèrent que cela pénaliserait leur économie. Alors, comme toutes les décisions doivent être prises par consensus, on imagine la difficulté de la tâche qui attend les délégués. Ce qui est certain, c'est que plus la confusion régnera à l'intérieur de la salle de conférence, eh bien plus les organisations qui sont venues ici pour dénoncer la mondialisation pourront faire entendre leur voix et tenter d'alerter l'opinion publique internationale. Merci Étienne. Et côté français, dès aujourd'hui, le Premier ministre et le Président de la République sont intervenus séparément à propos des négociations de Seattle. Jacques Chirac affirme qu'il ne faut pas craindre l'OMC, mais que la France doit défendre très fermement ses intérêts. La mondialisation ne doit pas être une jungle, mais une chance pour tous, pays développés ou pays en développement. Et pour cela, nous devons renforcer les règles du jeu du commerce mondial. Les Français ne doivent pas craindre Seattle. La France n'est pas frileuse, et vous en apportez le témoignage. Elle a de nombreux atouts,
et elle défendra ses intérêts avec la plus grande fermeté. Quant au Premier ministre Lionel Jospin qui s'exprimait devant l'Académie des sciences, il a fait part de sa volonté d'une reconnaissance du principe de précaution, c'est-à-dire que l'ouverture des marchés ne se fasse pas au détriment de la sécurité des personnes. 3 commissaires européens sont présents à Seattle et parmi eux le français Pascal Lamy qui est chargé du commerce. Il représente les intérêts de 375 millions d'Européens et il devra dire oui à une nouvelle réduction des barrières commerciales mais pas à n'importe quel prix. Jean-Paul Chapelle et Dominique Bonnet proposent le portrait de Pascal Lamy, ancien collaborateur de Jacques Delors. Il court tous les matins. Qu'il soit à Seattle, Tokyo, Bruxelles ou ici à Paris, le négociateur européen est aussi un marathonien. Un entraînement quotidien pour améliorer sa résistance. C'est un esprit sain dans un corps sain. Il faut, dans ce genre de situation, il faut être calme, il faut pouvoir tenir la distance, il faut avoir des réserves. Il ne faut jamais les épuiser. Il faut savoir que c'est long, que c'est sur la fin que se joue le temps. Donc oui, il y a un parallèle. Oui. Dans les couloirs du Parlement européen, c'est un autre genre de marathon. Le commissaire chargé du commerce défend les intérêts de 375 millions d'habitants. Ancien bras droit de Jacques Delors, ce socialiste est désormais le porte-parole de la mondialisation, mais pas à n'importe quel prix. Rien. Allez, appelez l'ascenseur. Normes sociales, environnement, précautions alimentaires, Pascal Lamy veut tout mettre sur la table. Plus les sujets sont nombreux, plus il y a matière à négocier et donc plus à gagner. Chacun sa manière de négocier, chacun ses méthodes. Moi, je le fais plutôt de manière carrée, calme et confiante. Mais je peux me fâcher le cas échéant s'il faut. L'affrontement, il s'y est préparé, notamment face aux Américains qui viennent de signer un accord commercial avec les Chinois, dans le dos des Européens. Pas question de laisser les Américains mener la danse à l'OMC. Là, le marathonien n'est plus tout seul. Première réaction, premier soutien du député Cohn-Bendit. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'accord Amérique-Chine, donc je ne sais pas que je comprenne. Je sais pas que je comprenne. Mais ce qui était intéressant, c'est la symbolique. Oui, bien sûr. Tu as raison. Et cette symbolique, moi, il me dérange. Absolument. Pour arriver en position de force, Pascal Lamy a obtenu le vote massif du Parlement européen. L'Europe parlera donc d'une seule voix. Après avoir beaucoup écouté, le marathonien est prêt pour un cycle de négociations qui doit durer au moins 3 ans. Les Russes ne veulent pas entendre parler d'une médiation de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en Tchétchénie. Et ce ne sont pas les récents revers des parachutistes russes, revers infligés par les rebelles tchétchènes, qui feront changer d'avis Moscou. Le Premier ministre russe, Vladimir Poutine, en tête de tous les sondages, veut en finir avec cette rébellion et les sorties aériennes de l'armée russe se sont multipliées aujourd'hui. Commentaire Anne Poncinet. Ce sont les troupes spéciales du ministère de l'Intérieur. Selon leurs informations, un groupe de Tchétchènes est toujours embusqué dans ce petit immeuble de 4 étages. Le commentaire de la télévision russe qui diffuse ces images explique qu'après avoir tenté de se défendre, les rebelles ont finalement abandonné leur cache. Ainsi va l'avance des troupes russes aux alentours de Grozny. Depuis des semaines déjà, la prise de la capitale est annoncée pour bientôt. En fait, certaines zones restent très disputées. Le ministre de la Défense a dû admettre que l'armée fédérale avait repris aujourd'hui une ville perdue hier. Depuis jeudi, Grozny subit d'intenses bombardements. 200 sorties aériennes ce week-end qui s'ajoutent aux tirs d'artillerie. Selon le correspondant de l'agence France-Presse, la ville est détruite à 80%. Il y reste pourtant des civils qui survivent dans les caves. Tous les jours, on nous dit qu'il n'y aura pas de bombardement et de destruction à Grozny. Et tous les jours, les avions passent sur la ville et frappent à un endroit ou à un autre. Plusieurs pays occidentaux appellent à un règlement politique du conflit. Le président norvégien de l'OSCE est arrivé aujourd'hui à Moscou pour préparer une visite en Tchétchénie. Mais les dirigeants russes refusent toujours toute médiation dans ce qu'ils considèrent comme un conflit interne. Deuxième hospitalisation en 2 mois de Boris Eltsine. Le président russe souffrirait d'une pneumonie. Le traitement de M. Eltsine à l'hôpital du Kremlin pourrait durer 1 semaine, viennent de dire ses médecins. En Corse, le plan Vigipirate est de nouveau en place. C'est la réponse officielle aux attentats commis jeudi dernier à Ajaccio contre les bâtiments de la sécurité sociale et de la direction départementale de l'équipement. Une compagnie de CRS est arrivée en renfort. Les bâtiments publics sont protégés. Mais une série d'alertes à la bombe, déclenchées notamment dans des établissements scolaires, entretiennent les inquiétudes. Reportage de nos envoyés spéciaux Agnès Varamian et Guillaume Fautra.
Les sirènes hurlent au milieu d'une grande lassitude. Cette fois en centre-ville, c'est la Poste et France Télécom qu'on évacue. Toute occasion on était dehors, hein. Mais on n'a pas beaucoup de véhicules, on a différents appels, on ne sait plus comment. On essaie de faire au mieux, hein. Mais on intervient chaque fois, c'est obligé. C'est la deuxième alerte de l'année ici, la 6e de la journée, après les lycées de la ville et le Crédit Agricole. Personne qui est dans les escaliers a hurlé, alerte à la bombe, point à la ligne. Il ne s'agit pas du tout d'un appel. On n'a pas identifié cette personne. Hein. Il n'y a pas de psychose. Les Corses ne se sentent pas visés par les attentats, même ceux commis en plein jour. Plus que de la peur, c'est de la colère. Vrai ou pas, on a fait évacuer tout le monde. On a marre. Je n'ai pas peur de ces gens-là parce que je trouve que ce ne sont pas des gens courageux. Hein, de se battre contre incognito déjà. Hein, ce ne sont pas des Corses. Ce ne sont pas des Corses, non, parce que dans l'esprit corse, ça n'existe pas, ça. Ce sont des terroristes pour moi, c'est tout. Vigipirate, c'est une compagnie supplémentaire de CRS arrivée hier sur l'île. Mais plus que le nombre, c'est une mobilité accrue des policiers. La priorité, comme ici, à la direction départementale de l'équipement, est de renforcer les accès aux administrations. Ce sera déjà de contrôler qui, par exemple, qui rentre et sort par exemple, au portail, là, ici, parce que tout le monde rentre, là, les gens se garent pour aller en ville, n'importe où, donc ils peuvent laisser, comme à l'URSSAF, un véhicule là, bourré d'explosifs et personne ne s'en rendrait compte, quoi. Concernant l'enquête, toujours peu d'éléments, rien de déterminant dans le décryptage des bandes vidéo de caméras de surveillance de l'URSSAF et des témoignages des employés. Les enquêteurs attendent toujours la revendication. Hier matin, un engin non explosé, mélange de nitrate et de fioul, a été retrouvé sur le rebord de cette école, dans un village à 20 km d'Ajaccio. On ne sait pas si cela a un rapport avec les autres attentats. Et puis à Rennes, dans le quartier du Blône, au sud de la ville, un engin explosif a été désamorcé ce matin devant le bureau de l'Agence nationale pour l'emploi. Pas de revendication pour l'instant, même si l'on pense à l'armée révolutionnaire bretonne qui a revendiqué plusieurs attentats depuis un an en Bretagne. Au lendemain du premier tour de l'élection législative partielle dans la 21e circonscription de Paris, il reste maintenant deux candidats en lice, Michel Charza, qui est déjà sénateur-maire socialiste du 20e, et Didier Bariani, ex-maire et ex-député UDF de ce même arrondissement. À droite comme à gauche, on appelle maintenant au désistement. Reportage Jean Wittenberg, Arnaud Boutet et Jacques Girard. 24 heures de pause et la campagne électorale a repris ses droits dans les rues du 20e arrondissement. Vous savez qu'on va toucher des équipes. Les supporters de Michel Charza tentent de mobiliser. Les 2/3 des électeurs se sont abstenus hier. Et même si le candidat socialiste est en tête, il ne néglige aucun argument. Nous avons en face de nous M. Bariani, qui est l'adjoint de M. Tiberi. Donc en votant pour Bariani, on vote pour Tiberi. C'est donc en quelque sorte, en votant pour moi, on vote pour la gauche. Une gauche plutôt exigeante, en tout cas dans sa composante écologiste. Le Vert, Denis Baupin, arrivé hier 3e avec près de 13%, considère, et son parti avec lui, que cette élection locale est un nouveau signal pour le gouvernement. Sur le nucléaire, sur les OGM, sur la réduction du temps de travail, sur les sans-papiers, sur la proportionnelle, il y a des messages que les Verts font passer qui doivent aujourd'hui être mieux entendus par Lionel Jospin. L'autre trouble fête de ce scrutin, Jean-Louis Arajol, 11% des voix hier, risque lui de semer une certaine confusion au sein de la droite. Lui qui représente ici le RPF de Charles Pasqua ne donnera pas de consigne de vote. Charles, c'est le représentant de la gauche américaine pour moi, et M. Bariani, c'est pas une attaque vis-à-vis des hommes que je respecte bien entendu, et M. Bariani, c'est celui qui pratique avec son courant politique la génuflexion permanente devant l'oncle Sam. Moi je suis souverainiste, je ne me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre. Alors, mission impossible pour Didier Bariani, le candidat UDF y croit encore, il sent dans cette élection un air ambiant. Cet air ambiant témoigne de l'insatisfaction de beaucoup d'habitants du 20e devant l'administration de cet arrondissement par l'équipe de M. Michel Charza. Ministre, leader politique, le 20e arrondissement verra encore cette semaine défiler son lot de vedettes. Les électeurs de la circonscription commencent à s'habituer. L'ancien ministre de l'économie, Dominique Strauss-Kahn, a été mis en examen par courrier. Le juge d'instruction chargé du dossier de l'ADNEF lui aurait ainsi révélé les chefs de mise en examen, donnant suite au réquisitoire supplétif du parquet de Paris pour faux et usage de faux. M. Strauss-Kahn pourrait être entendu par les juges dans les prochains jours.
Des grèves multiples et des manifestations parfois violentes des sapeurs-pompiers professionnels dans plus d'une douzaine de villes de France aujourd'hui. Les pompiers poursuivent ainsi leur harcèlement revendicatif. Ils seront le 13 décembre, ont-ils prévenu, à Paris, et ce afin d'obtenir le classement de leur profession dans les métiers dangereux, ce qui leur permettrait de partir à 50 ans en retraite. Mais aujourd'hui, parfois, ils ont dû s'affronter à leurs collègues des forces de l'ordre. Commentaire Gilles Marinet. Devant la préfecture de Bordeaux, ce matin, l'affrontement a été bref, mais violent. À chaque manifestation, la colère des pompiers professionnels monte d'un cran. En grève administrative depuis 1 an, ce qui veut dire qu'ils assurent tout de même leur travail, ils ont le sentiment de ne pas être pris au sérieux. Il y a eu des échauffourées parce que les gens en ont marre d'être promenés. Mais il faut que M. Chevènement tienne ses engagements. À Lyon, le centre-ville est noyé dans la fumée des pneus enflammés. Et la mairie, copieusement arrosée, se souviendra du passage des pompiers. La revendication a baissé l'âge de la retraite à 50 ans. 3200 des 26 000 pompiers professionnels sont concernés. Ce qu'on demande actuellement, c'est la catégorie dangereuse insalubre, et ça pourrait nous donner éventuellement la possibilité de partir à 50 ans. Donc c'est ça la réelle cause qu'on défend. Les pompiers de Nice, eux, avaient choisi d'envahir les pistes de l'aéroport. Pas d'échauffourée, mais un trafic aérien sérieusement perturbé. Dans toute la France, 8000 pompiers ont manifesté. Ainsi, la préfecture de Montauban n'a pas échappé à l'expression du ras-le-bol de toute une profession. Malheureusement, c'est la séropositivité, c'est le stress, c'est les hépatites, c'est le feu, c'est la fumée, c'est l'intoxication, c'est tous les jours. Et l'agression physique et l'agression verbale, on est confronté à ça tous les jours. Ailleurs, ce sont des épaves de voitures qui ont été incendiées devant des bâtiments publics pendant que la négociation s'enlisait. Les syndicats veulent maintenant rencontrer Jean-Pierre Chevènement avant le 13 décembre, sinon ils retourneront manifester. Des médecins généralistes de Vénissieux, dans le département du Rhône, observeront jeudi un mouvement de grève. Ils veulent ainsi attirer l'attention sur l'insécurité qu'ils subissent. Les 44 généralistes de Vénissieux sont de plus en plus souvent agressés dans leur cabinet par des personnes qui cherchent la recette de la journée. Les malfaiteurs n'hésitent pas à user de violence et pour la première fois, des médecins se révoltent et le font savoir. Reportage Didier Guyot et Olivier Jacquelin. Bon, à quel niveau vous avez mal là? À ce niveau-là. D'accord. Cela fait 10 ans que le docteur Jean Théoul est médecin généraliste à Vénissieux. Jamais il n'a été agressé. Mais depuis ce printemps, dans la ville, par 3 fois, des confrères ont été frappés, molestés, volés au sein même de leur cabinet. Des faits perpétrés dans un lieu pourtant sacré où des gens de toutes conditions viennent se faire soigner en totale confiance. Ils nous font confiance, nous leur faisons confiance et c'est sur ce climat-là que nous pouvons bien travailler. Si ce contrat moral est rompu comme il a été fait là tout dernièrement, pour nous les choses changent totalement. La violence dans un cabinet médical des médecins attaqués, les patients ont bien du mal à l'admettre. C'est un manque de respect total de toutes les autorités ou de tous les gens à qui on a affaire, que ce soit les curés, même les chauffeurs de bus, même autre chose. Bon, je fais un amalgame, mais c'est des choses que je ne comprends plus. Bon, c'est attristant. Jeudi, une délégation de médecins sera reçue par le maire de Vénissieux. Une marche de protestation est également prévue dans les rues de la ville. André Gérin comprend et soutient l'action des généralistes. Il y a à la fois un ras-le-bol et à la fois une prise de conscience qu'il faut se lever pour faire reculer la violence et qu'aujourd'hui, il faut savoir si c'est la République qui l'emporte ou la violence qui deviendrait une norme. La violence qui deviendrait une norme dans la ville. Le docteur Jean Théoul, lui non plus, ne veut pas en entendre parler, même si pourtant aujourd'hui, quelque chose a changé. Quand je vais chez mes patients, je ne me sens pas du tout menacé. Je connais bien ce lieu, mais je sais que je ne suis pas à l'abri de quelqu'un pour une agression quelconque. Cet après-midi, visite à domicile pour les malades qui ne peuvent pas se déplacer. Et ce soir, comme d'autres soirs, ce sera une garde. Face à la violence, pas question de baisser les bras. Les médecins urgentistes, les cardiologues, les personnels des SAMU d'Île-de-France et de l'Agence régionale d'hospitalisation étaient réunis aujourd'hui à Paris pour évoquer les problèmes posés par la prise en charge de l'infarctus. Si on gagnait du temps lors des appels des patients, cette prise en charge pourrait être bien plus efficace. Les médecins estiment que les patients attendent trop, quelquefois au-delà de 6 heures après les premiers symptômes, ce qui laisse évidemment des séquelles. Enquête Benoît Thévenet et Éric Delagneau. L'appel téléphonique a retenti il y a à peine 10 minutes et l'ambulance du SAMU se lance déjà dans les rues de Paris. Une course contre la montre, une course contre l'infarctus. Sur place, un généraliste a déjà fait le premier diagnostic grâce à un électrocardiogramme.
Le patient, âgé de 77 ans, vient de faire sa deuxième attaque cardiaque en 4 mois. Il a du mal à respirer, son état est inquiétant. Il doit être transféré immédiatement vers l'hôpital le plus proche. En France, 1 fois sur 2, la prise en charge en urgence de l'infarctus est irréprochable. D'après le SAMU, on devrait en être capable au moins 8 fois sur 10, mais à une condition, appeler le SAMU dès l'apparition des premières douleurs thoraciques. Mais vraisemblement une douleur thoracique depuis plus de 4 heures, là, il est quand même fondamental qu'il soit pris en charge en milieu hospitalier. Première urgence, déboucher l'artère, un geste parfaitement maîtrisé par les médecins, mais pour être vraiment efficace, cet acte doit intervenir dans les 2 premières heures. Pour cela, eh bien, il faut que le patient appelle vite, mais il faut aussi que son appel soit bien interprété, que les différents médecins, d'abord le médecin du SAMU, mais aussi son médecin généraliste, son cardiologue, ainsi que les médecins hospitaliers des services, des unités de soins intensifs cardiologiques, travaillent la main dans la main de façon à ce qu'une véritable chaîne prenne en charge le patient. Vous n'avez pas dit à votre femme, hein ? En route vers l'hôpital, les médecins du SAMU ont appris que leurs patients avaient attendu 18 heures avant de les alerter. Ils se savaient pourtant menacés par un nouvel infarctus. Maintenant, des complications pulmonaires se sont ajoutées aux problèmes cardiaques. Ce monsieur qui pourtant était déjà coronarien, qui pourtant était théoriquement éduqué, parce qu'il est âgé, parce qu'il est un petit peu négligent, parce qu'il a peur, probablement n'a pas appelé, n'a pas cherché des secours médicaux suffisamment tôt. Donc il a une forme compliquée pour laquelle on va avoir un peu plus de mal à rétablir la situation que si on était intervenu beaucoup plus tôt hier après-midi. Plus les délais d'intervention sont longs, plus les séquelles sont importantes. Il est donc préférable d'appeler les secours pour rien plutôt que de risquer des lésions cardiaques irréversibles. Les porteurs d'emprunts russes connaissent déjà le montant d'indemnisation prévu par l'État. Ce seront 800 francs forfaitaires au moins. Mais 3 ans après la conclusion d'un accord entre la France et la Russie, ces modalités d'indemnisation ne font pas forcément le bonheur de tout le monde, d'autant que la comptabilité des titres est sujette à caution. Enquête Cyril Deveau et Patrick Voix. Dans ce coffre-fort du Trésor public, des millions de coupons d'emprunts russes stockés ici depuis la fin du recensement. 316 000 porteurs répertoriés et 9 200 000 titres comptabilisés. Des chiffres approuvés le 22 octobre dernier par Dominique Strauss-Kahn, alors ministre de l'économie et des finances, et Christian Sauter, son secrétaire d'État au budget. Problème, le recensement serait faux, selon la principale association de petits porteurs. On aurait compté le nombre de bouts de papier et pas leur valeur réelle. Il y a dans ces titres le titre de base, 1906, l'obligation de 500 francs or, la plus fréquente. On l'a comptabilisé comme un titre. Ah oui, mais après, il y a presque la même chose. Vous voyez, la couleur est presque la même, l'année est presque la même, seulement ça vaut 2005. 5 fois plus. Mais on l'a comptabilisé pour un titre. Autre anomalie repérée par François Bell, la présence de très gros porteurs. Certains ont déclaré jusqu'à 64 000 titres. Le plus gros porteur honnête, c'était une des familles les plus riches de France. Ils en ont acheté 2200 exactement. Celui qui arrive par contre avec 100 000 titres, en disant « j'ai tiens de ma grand-mère », ça veut dire quoi? Que sa grand-mère aurait été plus riche que la Banque de France? Ça se saurait, non? Qui se cache derrière ces mystérieux gros porteurs? D'étranges anonymes qui, selon nos informations, auraient livré par camion 25 ou 40 000 titres d'un coup à Paris, Nice, Versailles ou Biarritz. Mais aussi de mystérieuses banques et sociétés de la zone Caraïbe ou du Luxembourg, 2 plaques tournantes internationales du blanchiment d'argent. Autant dire des porteurs fantômes, comme cette société offshore située à Panama qui apparaît sur ce chèque photocopié. Un chèque de 730 francs qui a servi à racheter 49 emprunts russes à un petit porteur du Lot-et-Garonne. Alertés sur ces procédés, plusieurs députés demandent l'ouverture d'une enquête parlementaire. Je pense qu'il y a une certaine opacité sur la provenance de certains fonds. On entend dire que des bons sont apparus de banques étrangères, de pays n'ayant pas de relations spécifiques avec la France ou avec des Français. Moi, je demande une clarification. Un autre détail inquiète. Les 2,5 milliards de francs réservés à l'indemnisation, une fois partagés, ne pourront pas être soumis au contrôle du fisc. S'il y avait fraude, personne ne pourrait donc le savoir. Il y a tout juste un an, l'Éducation nationale créait les médiateurs. Premier bilan donc, outre le médiateur national, il y en a 20 pour 30 académies. Ce sont des personnes souvent retraitées de l'Éducation nationale, sans réel pouvoir, mais avec la volonté de débloquer des situations administratives, souvent inéquitables. Hélène Hugues et Nathalie Gallet ont pris l'exemple de M. Claude Père, qui est médiateur à Nancy.
Il a installé son bureau dans un lycée, façon de montrer qu'il est accessible à tous. Élèves, parents, enseignants, chacun peut demander au médiateur académique d'intervenir pour régler un différend avec l'éducation nationale. Allô, c'était pour vous demander si vous auriez... Le médiateur écoute, enquête, puis prend position. Bon, écoutez, moi je suis quand même un peu troublé, je vous le dis franchement, par le dossier. Alors évidemment, c'est toujours pareil. Quand on a un dossier, on n'a qu'une face des choses. Et c'est bien pour ça que je vous appelle. Merci, monsieur le proviseur. En réalité, le médiateur n'a pas de pouvoir. Et comme dit le médiateur national, effectivement, son véritable pouvoir, c'est de ne pas en avoir. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, nous essayons de donner des conseils, de mettre un peu d'huile dans les rouages. Ça, c'est la médiation en un certain sens. Dans d'autres cas, nous essayons de faire une recommandation à l'autorité hiérarchique. Une hiérarchie difficile d'accès, une administration complexe et souvent inflexible, le cas de Nathalie est exemplaire. Après 1 an de formation en CAP, elle n'était pas inscrite à l'examen. Une semaine avant, je me suis aperçue que je n'avais toujours pas reçu ma convocation et c'est là que j'ai commencé à m'affoler un petit peu. Impossible de se faire entendre, l'éducation nationale refuse de l'inscrire, les délais sont dépassés. Seul le médiateur pouvait la tirer d'affaire en s'adressant au sommet de la hiérarchie. Il est clair que le médiateur doit et peut obtenir du recteur, de l'inspecteur d'académie, de ses services d'un chef d'établissement, ce qu'éventuellement un parent un peu paumé ou modeste ne sait pas qu'il a le droit d'obtenir. Ancien recteur, aujourd'hui à la retraite, le médiateur est écouté et respecté. Ça vaut quand même le coup de le regarder. Il s'agit de quelqu'un qui était visiblement un très mauvais enseignant. Hein. Vous savez, nous sommes quand même un poil à gratter pour les services. Hein. J'ai un mot un peu moins possible à dire à l'antenne qui me vient. Hein. Nous les ennuyons, les services. Nous les remettons en cause. En place depuis 1 an, le médiateur a traité une centaine de dossiers dans son académie. Autant d'occasions de bousculer l'administration et de lui faire un peu changer ses habitudes. Du sport, du football et un nouveau changement d'entraîneur en première division, celui de Montpellier. Jean-Louis Gasset, limogé, est remplacé par Michel Mézy. Jean-Louis Gasset paye la dernière place de Montpellier en championnat et il ne fait que suivre le sort récent de Roland Courbis à Marseille sur la dure loi du poste d'entraîneur de club professionnel. Commentaire Florent Gautreau avec Karine Comazzi à Montpellier. Et 1, et 2, et 3 entraîneurs limogés en 5 jours. Dernier de la liste, le Montpelliérain Jean-Louis Gasset, menacé depuis la défaite samedi soir contre le PSG, écarté cet après-midi par le président Louis Nicolin, un président bien embarrassé par les changements annoncés. Tu es obligé de prendre une décision qui n'est pas facile. Une, de dire à quelqu'un que tu connais bien qu'il n'entraînera plus le club, et 2, de dire à un type qui ne veut pas du tout entraîner, qu'il va être entraîneur. Car le nouvel entraîneur Michel Mézy, jusqu'alors manager général du club, ne voulait pas jouer les pompiers de service. Le club est dernier au classement, la relégation en 2e division probable. Mézy a accepté le défi contraint et forcé. J'ai reçu un coup de fil à 13h de mon président qui m'a spécifié que si je ne prenais pas l'équipe, j'étais viré manu militari. Les entraîneurs menacés ont décidément du mal à passer l'automne. Depuis jeudi, Roland Courbis n'est plus l'entraîneur de l'OM. Il a été remplacé par Bernard Casoni, qui s'est toujours présenté comme un ami de Courbis. Vendredi à Strasbourg, cette fois, c'est au tour de Pierre Mankowski d'être remercié. C'est son meilleur ami Claude Leroy, le manager alsacien, qui lui a succédé. Samedi soir, Marseille a ramené 1 point de Nancy et Strasbourg a gagné à Saint-Étienne. Peut-être un heureux présage pour Montpellier. Du rugby avec une 3e mi-temps républicaine à l'Elysée. L'équipe de France, vice-championne du monde, est venue goûter une choucroute royale et, écoutez bien, chanter pour Jacques Chirac. Merci peut-être, mais ils chantent pas très juste. Il manquait des bandas. Donc après ce bon anniversaire, les joueurs ont reparlé de la Coupe du Monde, posé donc pour la photo de famille. Et puis en sortant, il y a Franck Tourner qui a dit on a bien rigolé. Voilà, c'est de la musique métallique, maintenant du heavy metal avec un groupe dit de référence, Metallica, dont le dernier album a été vendu à 500 000 exemplaires en France. Metallica récidive, mais dans un genre différent, puisque le rock métallique
tentent de s'harmoniser maintenant dans un nouvel album avec des formations de musique classique. Olivier Lenouza et Yann Moine étaient à Berlin pour un concert évidemment unique des fameux Metallica. Les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Berlin lancés dans une aventure étonnante et détonnante. Une expérience symphonique imaginée par un compositeur un peu fou. Les Pink Floyd avec qui j'ai travaillé ont un rythme lent, régulier. Eric Clapton, avec qui j'ai collaboré, écrit des chansons avec des belles mélodies. Mais Metallica, ils changent sans cesse de rythme. C'est très compliqué. Pour la première fois de l'histoire, un groupe de heavy metal de musique métallique a accepté d'être mené à la baguette. Et quel groupe? Metallica, plus de 60 millions d'albums vendus dans le monde. Au début, c'était très intimidant d'être sur scène avec des musiciens si accomplis, qui ont étudié, qui connaissent chaque note. Pour nous, tout se passe ici et ici. Mais je pense que nous sommes arrivés à nous respecter. La ballade romantique de Metallica accompagnée par les violons virtuoses d'un orchestre philharmonique. Le mariage contre nature a été célébré dans les règles, pour le pire, mais surtout pour le meilleur. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'information que nous avons développée, à savoir la composition d'un gouvernement nord-irlandais à parité, catholique et protestant, est en cours en ce moment même ce soir à Belfast. C'est le premier signe très concret de l'accord de paix en Irlande, signé en avril 1998. Dans quelques secondes, Nathalie Riouet pour la météo. Et puis après, il y a du beau monde sur France 2 ce soir. Taratata d'abord avec Nagui, 18 artistes hors du commun, des duos inattendus. Il y a Tina Turner, Patrick Bruel, Véronique Sanson et Gilbert Bécaud. Et puis ensuite, il y a Mots croisés, présenté par Arlette Chabot et Alain Duhamel, avec une question: les Français sont-ils anti-américains? Et parmi les invités d'Arlette Chabot et Alain Duhamel, il y a José Bové, Jacques Lang, Philippe de Villiers, Noël Mamère, mais aussi Jean-Yann et Pierre Jolivet. Vers 0h40, Laurence Ostolaza vous présentera le dernier journal. Et demain à 7h50 dans la 4 vérités, Gérard Morin recevra Martine Aubry. À demain 20h. Bonsoir. Merci.